Cash Coach. Des coachs qui parlent cash. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cash Coach, l'émission des coachs qui parlent cash. Aujourd'hui, on va parler de productivité. On va vous livrer les secrets de la productivité. Je suis avec Isabelle. Bonjour. Voilà, qui est du milieu industriel, experte du milieu industriel, ingénieur et coach. Ludivine. Enchantée. Donc, experte santé-travail, au travail et avec un regard aussi sur le milieu industriel qui a ses spécificités. Ok. Et Isa. Et Isabelle, j'ai été moi sportive de haut niveau et donc pour parler de performance, on fait souvent appel à moi dans l'entreprise. Voilà. Donc tu vas apporter ton regard de sportive, de championne olympique sur la productivité. Voilà. C'est ça. Donc, on va aborder ce thème de la productivité, une productivité performante et fiable à travers trois thèmes. Déjà, les équipes. Voilà, l'humain, on ne met pas des process en place sans l'humain qui est derrière, des process justement, et aussi tout ce qui va être systémique et qui pourra avoir une influence sur l'organisation, sur les interactions humaines. Voilà, donc on va essayer de vous apporter un maximum de valeur autour de ces trois thèmes pour que vous puissiez éventuellement réajuster, particulièrement si vous êtes dans le milieu de l'industrie. Je te laisse démarrer sur ce premier sujet, donc l'humain qui t'est cher. L'humain qui m'est cher, ouais. Donc en fait, moi j'ai été manager là pendant 10 ans en industrie. Et ce que j'ai beaucoup remarqué en fait assez rapidement, c'est l'implication des équipes et l'impact que ça avait sur la productivité. Typiquement, moi je suis arrivée dans un modèle un peu, comme on dit, à l'ancienne, où les opérateurs, on appelait ça même les presse-boutons, ceux qui sont dans l'industrie ont déjà forcément entendu ce terme-là, où on demande aux salariés d'exécuter des tâches sans réfléchir. Et moi, j'ai remarqué, en fait, petit à petit, quand en impliquant les personnes, en leur expliquant pourquoi ils faisaient ça, à quoi ça servait, la pièce qu'il est en train de fabriquer, où est-ce qu'elle va, comment ça s'imbrique, tout l'ensemble du process de fabrication, et ben ça change tout de suite la motivation des personnes à faire quelque chose. Et bon, comme moi je dis très souvent, c'est eux les sachants. C'est ceux qui sont au pied de la machine, c'est ceux qui fabriquent, c'est ceux qui montent, qui savent comment faire. C'est eux qui font. Et en fait, quand on les implique, ça augmente la motivation d'une part, mais en plus, ça amène de l'amélioration continue parce que si quelqu'un est impliqué, il va aller au-delà. Et il va remonter des améliorations, il va remonter des dysfonctionnements, il va dire... Et là, on peut rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Mais pour ça, l'implication des personnes est indispensable. Ok, bon, on va revenir là-dessus. Toi, Ludivine? Eh ben, alors c'est fort ce qu'elle dit parce que effectivement, enfin moi, tout ce que un salarié impliqué, un salarié motivé, c'est une courbe qui suit un salarié bien dans son travail avec une santé saine en fait. Et c'est ça qui est formidable, effectivement. D'où peut-être l'intérêt, il y a peut-être l'intérêt d'amener des leviers dans l'organisation à comment susciter l'implication, la motivation dans les équipes. J'ai rencontré, par exemple, des organisations qui tentaient d'amener le manager vers le coaching, par exemple le manager coach. Comment on peut récupérer ces fameux outils du coaching, en fait, doter nos managers et en même temps donc améliorer d'une part implication, motivation et production, niveau de production, fiabilité de la production, et en parallèle, tout bénef, la santé au travail. Ok. Bon, pareil, on va revenir dessus parce qu'on pourra avoir l'escalade d'une mauvaise motivation, ou en tout cas de quelque chose qui peut démotiver une personne, et jusqu'où ça peut aller, et tu nous feras part en qualité de psychologue. Jusqu'où ça peut aller. Isa, toi, on vient de chercher pourquoi, justement, quand il y a des problèmes de motivation, ou quand il y a des problèmes humains dans les entreprises, en qualité de sportive, de haut niveau, qu'est-ce que tu viens apporter à ces industries? Alors, on ne vient pas forcément chercher pour ça. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on vient me chercher pour la performance, sans
Alors, bien sûr, dans mes interventions, je construis qu'est-ce qui amène à la performance. Mais il y a quelque chose, moi, qui me surprend souvent, c'est ce que je dis en premier, c'est que déjà, la première chose, c'est que pour atteindre la performance, faut comprendre qu'on va faire des erreurs et que c'est par l'erreur aussi qu'on fait un apprentissage. Et pour apprendre de son erreur, déjà, il y a deux choses. C'est la personne qui va faire un retour, qui voit l'erreur, c'est savoir construire un feedback. Et deuxièmement, que la personne soit en capacité de recevoir un feedback. Et donc là, après, on va rentrer plus dans des traits de personnalité, donc l'humain. C'est-à-dire comment je formule un feedback quand je suis sous stress, parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans la production. Et puis moi, en tant que presseur de boutons, pour reprendre ton exemple, comment je vais recevoir ce qu'on va me dire et qu'est-ce que je vais en faire pour en faire quelque chose et progresser. Et que finalement, tout ça fait que c'est notre entreprise, parce que le parallèle avec le sport, il y a quand même quelque chose de différent. C'est que quand on est dans le sport de haut niveau, on a toute une équipe, au-delà du sportif, qui a un but, un goal, et c'est le prestige du sport. Donc, dans l'entreprise, ça va être complètement différent. Il n'y a pas forcément ce prestige du sport, ça va être d'autres choses. Et il va falloir trouver aussi ce but commun qui va faire que tous ensemble, que ce soit le manager ou le boss ou le champion, qui lui va avoir plein de gens autour de lui, plus ou moins importants, et le kiné qui va te masser, qui va te parler, avec son humanisme, en fait, son écoute aussi, va être aussi important que l'entraîneur qui, techniquement, va te donner des choses bien précises à faire et qui va t'amener à une progression. Et comment on amène ça dans l'entreprise quand il n'y a pas ce but ultime, quoi. Cette motivation, cette vision. Okay. Mais je rebondis, c'est totalement juste ce que tu dis, c'est que aujourd'hui dans l'industrie, quelqu'un qui fait une erreur, mais que ce soit à tous les niveaux, ça va être soumis au jugement, à la critique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui passent plus de temps à avoir les cuisses propres, j'ai envie de dire, à faire attention que s'il a fait une erreur, aller cacher son erreur, ou à faire attention de ne pas en faire, ou alors justement d'aller allumer un contre-feu ailleurs, parce qu'il a peur des critiques et des jugements, parce qu'on est dans cette ambiance-là, qui est très individualiste en fait. Et ça du coup, ça amène, pour moi, ça amène à rien. Alors que quand on déculpabilise sur une erreur qui est faite, là, ça change tout. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble, l'erreur dans l'ensemble du système, et qu'on vient analyser ça avec tous les acteurs de tout le système, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà, c'est une chaîne. C'est comme on connaît la supply chain. Dans les industries, on a la supply chain, mais là, c'est pareil. C'est une chaîne, ça part d'un appel client jusqu'à une production et un produit livré. Et en fait, on se rend compte que l'erreur aurait pu être évitée par des choses en amont. Et c'est surtout en déculpabilisant tout le monde, mais c'est le manager, tout le monde, en fait, on est dans la construction. Et là, on va aller chercher des vraies solutions pour plus que ça arrive. Mais pour ça, il ne faut plus être individualiste. Il faut plus être dans « je rejette la faute ». Il faut être dans la co-construction. Et c'est là où le travail d'équipe est important, quoi. Ce qui amène le plus par le plus, parce que ça me fait rebondir sur le... en fait, moi, je me rappelle en compétition, il y avait quelque chose que je refusais. Donc, il y a le fait de cacher son erreur de peur peut-être d'un management, de prendre des représailles, on va dire, et que finalement, c'est pas ce que je recherche. Et puis, il y a la rivalité. Bon, il y a de la rivalité aussi en entreprise. Et donc, moi, dans le sport, quand je pratiquais du sport, j'avais une grande rivale qui s'appelait Karine Ruby, et je ne souhaitais pas m'entraîner avec elle. Par peur, par ego, je voulais pas l'aider à progresser, sauf que j'avais pas vu l'inverse. C'est qu'elle pouvait m'aider à progresser. Et il m'a fallu du temps. Donc j'ai fait des premiers Jeux Olympiques dont je suis passée à côté, je ne m'entraînais pas avec elle. Et pour repréparer les nouveaux, j'ai eu mon entraîneur qui m'a proposé ça. Au début, c'était non. Et finalement, je pense qu'il a fait un peu de coaching. Et je suis allée m'entraîner avec elle. Et au final, ça a été bénéfique pour toutes les deux. C'est-à-dire que toutes les deux, on s'est fait progresser et on est monté encore plus haut que toutes les autres nations. Et ben oui. Voilà. Et ça, pour dire, finalement, la rivalité, c'est un plus. Du coup, je l'appelais ma meilleure ennemie après, ou ma meilleure rivale. Voilà. Ouais. Ok. Alors, Ludivine, jusqu'où ça peut aller impacter la personne, le fait d'être sur les chaînes et justement d'avoir, comme tu dis, un jugement, une mauvaise réaction ou quelque chose qui va faire qu'il ne se sent pas pris en compte. Qu'est-ce qui peut se passer et jusqu'où ça peut aller pour lui ?
Alors, je vais aller un peu dans le bateau. Hein. Évidemment que la qualité des relations interpersonnelles, la qualité de la communication, les communications agressives ou quoi, ont un impact sur la santé mentale. Hein. Donc, effectivement, on sent qu'il peut y avoir une bonne rivalité, une bonne compétitivité qui va améliorer l'implication, qui va améliorer la communication, qui va améliorer l'implication et la production et la productivité de l'équipe et par conséquent la santé mentale. Ok. Mais justement, alors, pour en venir sur ce sujet, on est d'accord que quand on est dans une chaîne, tout est fait pour produire, pour exceller, pour livrer en temps et en heure, en qualité demandée, etc. Comment toi tu expliques avec ton expérience que justement ça puisse glisser sur des problématiques humaines alors que tout est fait, alors, on ne parle pas des outils de l'excellence opérationnelle qui normalement devraient suffire, et bien pourtant ça ne suffit pas. Comment tu l'expliques ? Je l'explique que pour moi, c'est l'excellence opérationnelle, elle est à prendre en compte. Avoir des processus blindés, qui ont été bien étudiés, où il n'y a pas de trou dans la raquette, c'est hyper important. Mais ce sera d'autant plus efficace si c'est co-construit avec les personnes qui vont être utilisatrices de ça. Et c'est là où encore on rejoint l'implication. C'est que quand on fait un process blindé, je vais vous donner un exemple. Voilà. Quand j'étais ingénieur, je faisais des programmes pour les machines. Donc moi, sur mon ordinateur, je programme la machine, je programme les mouvements de la tête, tout ça. Je donne mon programme au gars de l'atelier. Moi, ça se passe bien. Sur mon ordinateur, je fais ma simulation, tout se passe bien. Je lui donne mon programme. Je me rappelle, à un moment, on n'avait pas trop de temps, donc je fais pas trop la gamme et tout ça, mais je dis, t'inquiète, j'ai simulé, c'est bon, ça passe. Donc lui, je l'accompagne pas, j'ai pas le temps. Je l'accompagne pas, il lance le programme, on emplaffe la tête de la machine dans l'outillage. On déglingue tout. Qui c'est qui ramasse en premier lieu ? L'opérateur. Mais tu te rends compte, t'aurais pas pu faire attention. Donc il dit, bah ouais, mais moi le programme était comme ça. Enfin voilà. Et là, on part dans le débat de la faute à qui ? Alors que, d'habitude, je le faisais. Là, on était dans un contexte où j'avais pas le temps. Quand je l'aurais accompagné jusqu'au bout, on aurait fait la gamme ensemble. Et ben en fait, lui, il aurait pu me dire, ouais, mais Isa, attention, parce que ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, moi, ma tête, au bout d'un moment, elle va se relever, elle va vouloir faire, et ça, moi, toi, tu le vois pas dans ton logiciel. Ce qui était vrai. Et en fait, à un moment donné, la tête, quand on arrive en bout de course, moi, je le vois pas dans mon logiciel, mais en fait, elle se relève, elle fait un tour, et puis à 24 mètres minutes, et du coup, elle impacte. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu cette connivence ? Alors, pour ce coup-là, pas le temps. Pas le temps. Il faut produire plus. Mais après, c'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. J'ai l'impression qu'on part sur des modèles. On veut être livré plus rapidement, de meilleure qualité et à moindre coût. Donc en fait, ça, c'est la pression que les patrons ils subissent, clairement, de leurs clients. Et de la concurrence. Il faut être le meilleur, mais dans tous ces domaines-là. Donc du coup, derrière, on cravache. Voilà, on cravache, on fait tant pis, et on fait l'impasse sur des choses qui sont essentielles comme ça. Sauf que là, résultat des courses, on a mis la machine en rade pendant 2 jours, on n'a pas livré, on a pété l'outillage, enfin voilà, les conséquences, elles sont dramatiques. Et c'est moi ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à perdre du temps pour savoir en gagner, quoi. Parce que... Donc là, ça veut dire que les difficultés humaines qu'on rencontre dans l'entreprise, au final, on en arrive ici par une boucle de pas assez de temps, demande de plus de production, comme tu dis, plus rapide, encore mieux en qualité et moins coût. Et ça, c'est du temps qui est compressé, qui se compresse de plus en plus. Et plus on met de la pression sur cette qualité, le matériel, moins on s'occupe des gens. Et il y a moins d'accompagnement, tout ça. Parce que tu arrives à un moment où tu n'as pas le temps. Mais en fait, on prend le problème à l'envers. Oui, parce que du coup, les erreurs dont tu parles, de toute façon, en termes de temps, elles se payent. Bien sûr, évidemment. Et bien plus que si j'avais pris 1 heure avec l'opérateur. Ça me fait penser à c'est la phrase de Lincoln qui disait « Si on me demandait d'abattre un arbre en 6 heures, je mettrais 4 heures à affûter ma hache. » C'est quand même assez bien modélisé. C'est the switch model, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, quelle que soit la prévention ou quels que soient les plans qu'on a pu faire sur une machine, il y a toujours des petits trous
que notre cerveau humain ne pourra pas voir. Et donc, en fait, il modélise bien ça en disant que ben voilà, ça tourne et il y a un jour avec le gruyère, ça s'appelle the switch model, et un jour pas fait comme un autre, ben, il y a l'alignement qui fait que il y avait un risque infime qu'il y ait cette panne machine ou cet accident, et ça tombe là-dedans, en fait. Et toi, Ludivine, justement, dans ton milieu, autour du dialogue social, des CSE et autres, est-ce que tu constates aussi ce manque de concertation entre les différentes parties? Alors, on le voit bien, hein, alors que ce soit dans le cadre de la prévention ou du dialogue social. Moi, j'ai envie de dire que là, en fait, on ne prend pas en compte un aspect qui est très important, c'est la culture. Une culture punitive, ça ne va pas donner envie d'aller dire « Eh les gars, je me suis plantée, j'ai appuyé, et puis du coup, il y a une flaque de pétrole, et le prochain qui va arriver, il va glisser. » Donc là, effectivement, moi, ce que je peux constater dans mon expérience, hein, quand je vais sur le terrain dans le secteur industriel, c'est les aspects délétères d'une culture punitive. Ok. Et les aspects plutôt favorisants d'une juste culture. C'est une culture qui est encore bien ancrée, quoi. Ok, ce serait quoi une juste culture? Alors pour moi, une juste culture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, hein. Mais c'est une culture qui prend en compte l'ensemble des acteurs, qui met au travail l'ensemble des acteurs pour définir des règles claires, et ce qu'entraîne la transgression de la règle. Ok. Et que tout ça soit bien établi, bien connu. Et connu par tous, évidemment. Et connu par tous. Donc, voilà. Mais oui. Les règles, et puis des règles aussi qui sont consenties pour que le groupe avance ou produise, le cas échéant, dans le secteur industriel. Ok. Tu voulais rajouter? Oui, mais ça me fait... parce que nous, on a testé comme ça des choses. On s'est dit, on va arrêter de chercher absolument le fautif pour lui taper dessus. Et on va essayer de voir surtout comment on peut faire pour pas que ça se reproduise. Et alors au début, c'est c'est un autre sujet, ça va être la résistance au changement. Donc au début, c'est compliqué, mais quand tu mets tous les acteurs autour d'une table, puis il y a des outils de ligne qui sont très bien faits pour ça, tu viens faire l'analyse des causes de l'erreur. Donc c'est un peu dur de faire participer tout le monde au début, parce qu'encore une fois, tout le monde est dans son truc de je me défends, je veux surtout pas que... Mais une fois qu'on les fait sortir de ça, et une fois que... Mais en fait, c'est non seulement on trouve des solutions pour plus que ça se reproduise, mais en fait, ça va au-delà. C'est qu'en plus de ça, il va y avoir des idées qui vont émerger, qui vont être dans l'amélioration du process. Parce que les gens du terrain, ils ont les idées. Il faut juste arriver à les faire sortir. Et ça, c'est typiquement quand on inverse la courbe et qu'on part dans ça. En fait, on dit ouais, puis en plus, en fait, moi, j'ai remarqué que ça. J'ai remarqué que si on fait comme ça, en fait, on gagne 5 minutes. Mais c'est génial quand on en arrive là. Alors moi, ça c'est le genre de truc qui me mettait la patate, quoi. Quand on en arrive là, on se dit mais ouais, mais ok, mais t'as raison. Moi, j'ai une ligne de code à changer. Toi, ça te fait avril. Mais allez, feu, quoi. Mais il faut avoir ce switch de... Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au final, la prise en compte de la vie de la personne de terrain, pour toi, est essentielle. Évidemment. Et bon, moi, c'est pas ma spécialité, le secteur industriel, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est... donc on est dans l'amélioration continue, donc on traque les erreurs pour pas les refaire et pour être dans les délais, etc. Et au final, la réflexion, j'ai l'impression qu'elle se porte toujours autour de faire, c'est-à-dire comment améliorer d'un point de vue technique, d'un point de vue s'adapter aux contraintes, etc. Donc là, tu as apporté une dimension qui est nouvelle, à savoir finalement sonder la personne qui est devant la machine, qui elle la connaît, qui voit les détails techniques. Est-ce que tu vois une autre problématique qui concerne l'humain, qui pourrait faire dérailler, tu vois, le process? C'est justement la deuxième partie. C'est au-delà des processus et des façons et des méthodologies et tout ça, il y a la prise en compte de l'état interne des gens qui travaillent. Parce que on a tous une vie. En fait, on est tous des humains. Moi, il y a quelque chose que je déplore beaucoup, c'est quand j'entends des gens dire non, mais les problèmes, une fois passé la porte de l'entreprise, on les laisse dehors. Mais combien de fois je l'ai entendu ça? Mais à quel moment?
Mais qui peut faire ça? Quelqu'un qui a un problème chez lui. Je sais pas, quelqu'un de malade, un enfant malade ou quelque chose. Comment il peut arriver au travail et dire... Enfin, je veux dire, c'est pas des robots, quoi. C'est pas des machines qu'on programme. En mode, je mets une clé USB, psoup, c'est bon, j'ai plus de problème, j'y vais, je vais contenter. Non, ça n'existe pas. Et les gens qui disent ça, j'aimerais qu'ils prennent un peu de recul et qu'ils regardent de leur point de vue s'ils arrivent à le faire, ça. Parce qu'on a tous des problèmes dans notre vie. Et ne pas prendre... Donc, l'idée n'est pas, par contre, d'aller investiguer le problème perso de la personne. C'est pas notre rôle. Mais par contre, c'est de prendre en compte l'état interne de la personne. Et parce que ça a forcément une influence sur le process. Et tu penses qu'il y a une influence dans ce secteur particulier où justement on a affaire à des process, à des régularités, à des règles, qui fait qu'en fait on pense pas à prendre en compte cette dimension? Et oui, parce qu'on est dans le... Voilà, on est dans la performance, la rapidité et la qualité à fond. Mais quand on a un humain qui exécute des tâches, mais c'est encore une fois, c'est pas que les opérateurs, c'est les managers et c'est les patrons aussi. Quand il y a, à un moment donné, si on n'a pas la même disponibilité mentale que d'autres jours, mais forcément, là, ça peut faire un couac. Et t'auras beau avoir mis tout en place nickel, si tu prends pas en compte cet état-là, et puis c'est l'état interne d'une personne ou l'état général d'une équipe, par exemple. Ouais. Tu vois ? Ce qui est marrant, c'est que c'est difficile à comprendre dans l'entreprise que voilà, comment on se sent ou la vie qu'on peut avoir ou les passages qu'on pourrait avoir dans sa vie personnelle puissent avoir une influence dans son travail. En revanche, quand on parle d'un champion qui aurait pu avoir une blessure, qui aurait pu avoir une difficulté avec un sponsor, bah là, tout de suite, on peut imaginer qu'il puisse avoir des difficultés dans une compétition parce que psychologiquement, ça peut être compliqué. Ouais. Et c'est là où je trouve que l'entreprise vient chercher dans la performance des sportifs ce qu'ils pensent qui est bon pour eux, mais en fait, il faut tout prendre avec. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les échanges, j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est la concertation, en fait. Alors, dans les équipes de sport, il y a des choses qui fonctionnent, et parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est aussi lié aux échanges entre entraîneurs, kinés, préparateurs. Et quand il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là, celui qui va prendre, c'est l'athlète. Moi, j'ai vécu ça à un moment donné où j'avais des personnes qui ne s'entendaient pas forcément bien autour de moi. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais en train de, moi, essayer de concilier tout le monde. Ce n'était pas mon rôle. Et le jour où, finalement, ça, j'ai pu le dépasser et que, finalement, ils se sont entendus entre eux, et bien là, tout s'est aligné et je n'avais plus cette charge-là. Et au final, ils étaient tous au service de la performance, en fait, du rêve qu'on avait en commun. Et chacun, et là où c'est intéressant, c'est que parfois, quand on fait une journée d'entraînement, enfin c'est pas parfois, c'est régulièrement, nous quand on fait une journée d'entraînement, dans le sport que je pratiquais, on avait un retour vidéo. Donc en entreprise, bien sûr qu'on ne va pas faire un retour vidéo sur le... Ce que je veux dire par là, c'est que les moments pour vérifier ce qui se passe dans ton activité, donc nous dans le sport, eh bien on faisait des temps de pause pour voir comment ça s'est passé, pour redonner des points. Et quand on était ensemble, en fait, il y a des échanges. C'est-à-dire que ce soit l'entraîneur ou l'autre compétiteur qui est avec toi, a un regard sur ce qui se passe et chacun y apporte sa perception, son analyse, et tout ça est très enrichissant parce qu'on est tous différents. Et dans l'entreprise, cette différence est importante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de différence, mais oui, la différence et la façon de voir, les façons de voir des gens sont vraiment importantes parce qu'il y a un point commun dans tout ça qui va être peut-être pas la vérité, mais une juste voie pour une progression et une amélioration. Alors je rebondis sur les retours, mais en entreprise, on a quand même des outils qui permettent ce retour collectif. Tu vois, cette analyse, effectivement, c'est pas un retour vidéo, mais on a ces instances et ces outils, les 5 pourquoi ou les Chikawa, qui vont permettre de créer un sens collectif sur ce qui s'est passé, sur un événement qu'on a vécu ensemble. Et effectivement, c'est là où tu vas créer de l'égrégore, où tu vas créer... un état d'esprit intéressant pour ton équipe. Ouais. Mais quelles sont les entreprises qui font ça ? Alors, quelles sont les entreprises qui font ça ? Effectivement, c'est les entreprises qui ont un peu de conscience, et c'est là où je rejoins. Mais ça me fait penser, moi, à ce directeur d'usine qui était venu me chercher en me disant « Madame Duras, je veux éradiquer l'erreur humaine dans mon usine. »
Bon, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, comment on peut faire ça? Je me suis dit, bon, alors, il y a des erreurs parce qu'il y a de la mémoire. On a tous Alors, bon, on va essayer de mettre des rappels. La mémoire, c'est entre 5 et 7 unités de sens. On va mettre tous les 5. Puis j'ai cherché. Et puis, en fait, au final, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue que c'était pas possible. Parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des histoires, parce qu'on a des perceptions différentes d'une chose. Donc, c'est pas possible d'éradiquer l'erreur humaine. On va tous faire une erreur d'inattention. Donc, c'est là où l'outil d'analyse collective prend tout son sens. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, comment on peut chercher le pourquoi. Et donc, on appelle ça la racine cause, quoi, the root cause. Ouais. Oui, et puis... de toute façon, tu as beau tout faire, tout penser, mais il y aura toujours quelque chose. En fait, tu déplaces le problème. C'est exactement ça. Tu vas soigner un petit symptôme, mais en fait, tu déplaces le problème. Et si tu prends pas la cause réelle, bah, en fait, ça ne marche pas. Parce que tu as toujours, mais moi, des trucs, tu te dis, mais à quel moment ça, c'était possible que ça se fasse, hein, tu vois, une action d'un opérateur, un montage de moteur à l'envers, enfin des choses, mais tu te dis, mais jamais tu aurais pu y penser. C'est impossible. C'est impossible de couvrir absolument toutes les zones pour éviter la moindre erreur. Humainement, c'est impossible. Notre cerveau, il est tellement illimité qu'il y aura toujours un bug. Il y aura toujours un truc auquel tu n'auras pas pensé. Du coup, il faut amener l'humilité, alors. Du coup, il faut amener l'humilité. Il faut se dire que c'est OK de faire des erreurs. Et ça permet de progresser. Au-delà, ça permet, comme je disais, ça permet de trouver la solution, mais en plus, ça permet d'aller encore plus loin. Moi, c'est ça que je trouve génial. Mais pour les industriels, l'erreur a un coût. Justement, Isa prenait l'exemple des sportifs où la pause avait été instaurée. On sait que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement. C'est pas forcément la culture de l'entreprise, et pourtant. Mais je crois savoir aussi que, alors dans les milieux industriels, mais dans d'autres milieux aussi, on a instauré la pause aussi. Et donc, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est toujours une réponse à j'ai un problème, on trouve une solution opérante, mais sans forcément prendre en compte d'autres éléments. C'est ça. Qu'est-ce que tu proposerais, toi quels sont tes recos aussi, en qualité de psychologue, en termes de solutions qu'on pourrait apporter qui seraient très différentes d'une manière opérante de faire face à l'erreur? Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est comme les personnes qui se disent « Ah, il y a une mauvaise ambiance, on va mettre un baby-foot dans la salle de pause. » Et moi, ça m'a toujours fait mourir de rire. Mettez un baby-foot si vous voulez. C'est pas ça qui va régler les conflits, les problèmes entre les gens. Et donc moi, aujourd'hui, ce que je propose, c'est déjà une analyse du système, une cartographie du système de l'entreprise, avec tous les acteurs, voir toutes les influences, toutes les interactions, pour justement aller chercher le levier transformationnel, le levier qui va permettre de faire changer la systémie. La systémie, en fait, c'est simple. Un système, il est composé de plusieurs éléments. Quand on bouge un élément, le système, il faut qu'il se rééquilibre. Et donc, pour se rééquilibrer, il va y avoir du mouvement. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller retrouver l'équilibrage sain de tout le système, okay. En fait. Alors, on va revenir sur ça parce qu'on avait dit qu'il y avait trois choses. L'humain, les process et les choses invisibles. Et ça, tu commences à parler justement de systémie. Est-ce que toi, tu as des préconisations, des recos qui sont plus centrés, tu vois, alors non pas sur l'opérationnel, mais centrés sur l'humain? Ouais, sur l'humain. Enfin, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment amener pour moi, les leviers du coaching, enfin, transformer le manager ou le dirigeant en manager coach, c'est lui amener des outils, en fait. Des outils d'implication de son équipe, des outils de motivation et du coup des outils pour transformer son équipe en équipe qui a la santé au travail. Ça, c'est ma posture. Okay. Si je reviens sur l'exemple... T'as un exemple ? Ouais. Voilà, si je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là, de ce gars qui voulait éradiquer l'erreur humaine, en fait. On a travaillé pendant un moment et donc on a créé un programme de gestion de l'erreur humaine sur la base... déjà d'une conscience de la culture, on y reviendra tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que la culture en général ou qu'est-ce que l'organisation va implémenter comme levier, en fait,
mais aussi sur les clés du manager coach, en fait. Alors, les clés du manager coach, c'est lui donner des clés pour gérer, mais c'est lui donner des clés pour lui, en fait. Pour lui, pour son bien-être. Parce que lui aussi, il en bave. Hein. Lui aussi, il n'est pas bien. Il a des pressions d'en haut, d'en bas. Il faut qu'il soit rentable, etc. Et au bout de ce programme qui a duré quand même 3 ans, à la fin, dans son discours, il dit aujourd'hui, nous allons célébrer nos erreurs. C'est-à-dire, il voulait plus éradiquer les erreurs, il voulait les célébrer, en fait. Mais parce qu'il avait tellement trouvé un bien-être dans cet accueil, dans cette bienveillance et dans ce climat sain qu'il en comprenait tous les leviers. Alors, justement, parce qu'après, on est toujours un peu taxé de bisounours en coaching. C'est ça. Est-ce que ce que tu as mis en place avec lui a permis quand même de se rapprocher de l'objectif qui était de minimiser l'erreur quand même? Ou alors c'est waouh, je suis content, on fait plein d'erreurs et tout. Alors, évidemment, ça a permis de réduire le coût. Là, ce qui était en jeu, c'est des plaques de silicium qui tombaient et donc quelques milliers de dollars qui s'évanouissaient en même temps. Oui, parce que en fait, donc on a pris cette base erreur ou cette base erreur comme une opportunité de réflexion commune en fait, avec les outils de l'intelligence collective. Pour faire évoluer, donc peut-être que je passe dans la deuxième partie, mais les process, en fait. Okay. Les process et les consignes qui vont amener l'opérateur à produire. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, réflexion commune, à partir des différents regards, des différentes postures, des différents positionnements dans l'échelle de production, qui apportent finalement un regard, des solutions, des options à mettre en œuvre. Ok. Et... La plaque de silicium est tombée. Pourquoi ? Et pourquoi ? Voilà. Okay. Et du coup, après, ça te donne forcément d'autres éléments à réfléchir dans l'organisation de ta production. Ok. Donc là, encore une fois, c'est un outil de concertation à tous les niveaux pour que différentes visions, en fait, donnent son regard sur la problématique, une écoute un peu plus globale, un peu plus systémique, qui fait qu'au final, les solutions apportées se rapprochent davantage de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre en place, et pas que d'un point de... Alors, par ce mécanisme, ce que je comprends, c'est que tu en arrives à quelque chose d'opérationnel, mais aussi de prise en compte et de considération des personnes qui sont là. Et tu en arrives à l'amélioration du processus de production en continu et qui inclut les besoins de ton équipe. Puisque forcément, c'est toute l'équipe qui réfléchit l'erreur. Sans dire, c'est vite dit, c'est maladroit ou... Non, on va pas faire... On va réfléchir à ce qu'il faudrait mettre en place. Donc, on arrive à un process, à une ligne de production qui est très évolutive et qui va prendre en compte les besoins des producteurs. Ok, très bien. Bon, on a un petit peu de bruit parce qu'on a du monde qui regarde le podcast, mais... C'est pas grave, on va continuer à dérouler. Je reviens vers toi, Isa, après. Mais Isa, Isa Lala. Justement, donc, en fait, qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient impacter les personnes, en quoi ça vient enrichir finalement leur motivation, le sens, le fait qu'ils soient impliqués dans la prise en compte de leurs besoins, de leurs réflexions, dans les process et dans la performance de la chaîne. Tu vois, je vais te donner un exemple que mon formateur m'a donné dans l'intelligence collective. Si tu demandes à... parce que cet exemple, si tu demandes à un gars de creuser un trou, et que tu lui expliques pas pourquoi, tu lui dis, tu dois creuser un trou de 5 mètres de diamètre par 10 mètres de profond avec ta pelle. Creuse ton trou. Si tu dis à un autre gars... de creuser un trou de 5 mètres par 10 mètres et que tu lui dis que c'est pour les fondations d'un nouveau bâtiment, d'une cathédrale et que ça va servir à faire ça, machin, à ton avis, lequel est plus motivé et lequel est plus impliqué à le faire? Je sais pas. Mais voilà, on est d'accord. Donc voilà, c'est ça. Mais ça, moi, j'ai eu des exemples concrets. Quand j'étais jeune, et je m'en souviendrai toujours, c'est Jérôme, un opérateur que j'adorais, personne ne pouvait rien lui demander.
Mais personne ne pouvait rien lui demander. Et lui, il connaissait très bien son boulot, il connaissait très bien sa machine. Et tant qu'on lui donnait du travail à faire sur sa machine, c'était OK. Un jour, il fallait faire le ménage. Il y avait des clients qui venaient, importants, il fallait tout bien briquer, tout ça. Et son manager arrive, son manager arrive. Jérôme, aujourd'hui, pas de production, nettoyage de la machine. Et là, lui, il dit, pardon, mais moi, je suis pas balayeur, je suis pas nettoyeur, moi, je suis un technicien, quoi. Voilà, moi, je suis là pour produire, je suis pas là pour faire le ménage. C'est comme ça, tu dois faire le ménage. Le mec, il fait quoi? Il se barre, il s'en va. Il prend ses affaires et il rentre chez lui. Bon, le lendemain, il revient. Et là, les autres savaient que moi, je m'entendais bien avec lui. Et ils savaient que tout ce que je lui demandais, en tout cas pour moi, ça marchait tout le temps. Donc ils me disent, ouais, Isa, tu veux pas voir avec Jérôme pour qu'il fasse le ménage? On sait pas trop comment tu t'y prends, mais c'est vrai que toi, il accède toujours à tes demandes. Pas de souci, donc je vais voir, je lui demande, j'explique et tout. Donc il me fait son truc et tout. Je lui dis, non mais attends Jérôme, on t'a dit pourquoi il fallait faire ça? Il me dit, bah non. Je lui dis, mais là je t'explique. On a Airbus qui arrive, des grands pontes et tout. Ils viennent, ils vont visiter la prod et tout. L'idée c'est qu'on leur donne une image au top de ce qu'on fait pour pour pouvoir avoir des clients et tout. Et il me dit, bah mais si on me l'avait dit, mais il n'y a pas de souci, je vais la faire belle ma machine. Enfin voilà. Mais cet exemple, il est flagrant. Okay. Il est flagrant et c'est que ça. Okay. Et qu'est-ce que tu penses qui se passe chez lui, justement, dans ce que tu viens de faire? Parce que tu lui expliques l'importance de son acte, en fait. Je veux dire, quelque part, ça valorise la tâche qu'il doit accomplir, qui est à la base pas très cool, mais en fait, ça va la valoriser parce qu'il y a un but. Tu donnes un but, tu donnes un objectif. Okay. Tu vois. Et pour lui, vous pensez qu'est-ce qui se passe pour lui, quand il le fait, du coup, après, il est fier. Il est fier parce qu'en plus, c'est vrai. Après, il y a la visite, il est super fier de montrer sa machine. Parce qu'en plus, c'est son outil qu'il adore. Enfin, voilà. En fait, c'est au lieu de lui dire tu fais le ménage, tu lui dis non, mais là, en fait, il faut que tu bichonnes ton jouet, ta machine que tu adores, pour qu'elle soit brillante, éclatante et qu'elle vienne. Mais ça change tout. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais je vais te dire, mais c'est une perte de temps. Ah oui, mais alors après, qu'est-ce que tu me réponds à ça? Là, je te réponds encore une fois qu'il faut accepter de perdre du temps pour en gagner, parce que si on perd une journée à faire le ménage, mais que derrière on récupère 4 contrats importants, on va gagner de l'argent, quoi. On va gagner de la prod, on va avoir des nouvelles pièces. Okay. Du coup, dans beaucoup d'industries, c'est quand même assez systématisé, hein, avec les 5 S, etc., tous les processus de nettoyage. Mais alors moi, ce que je vois, c'est plutôt l'aspect valorisant, en fait. C'est ça. Alors, perte de temps, non. Parce que si tu sais qu'il faut nettoyer, d'accord ? Si tu veux passer en plus avec les normes qualité, la prévention des risques dans l'entreprise, donc tu vas peut-être prendre le temps de réfléchir à comment le dire pour que ça soit un peu valorisant, ou enfin moi je dirais plutôt valorisant ou pas, mais que ça corresponde aux besoins de ton opérateur. Non, tu perds pas de temps puisque du coup il le fait. Mais oui. Plutôt qu'il ne le fasse pas et qu'il ait des stratégies. En tant que manager de base, on va dire, tu pourrais dire attends, je te demande de le faire, je te demande pas. Ouais. C'est un peu ça pas tout le temps, mais qu'on peut retrouver. Et tu pourrais dire mais si je commence à devoir expliquer à tout le monde pour le pourquoi du comment. Oui, voilà. Tu t'en sors pas, mais c'est pas grave. Sauf que effectivement, c'est un investissement. Il faut le voir plutôt comme un investissement. C'est un investissement. Parce que ce temps pris et investi à expliquer le pourquoi et le sens de la tâche, comme tu viens de l'expliquer, va faire que derrière, tu vas avoir quelqu'un de motivé. Et c'est ça, en fait, ce qui va être invisible si tu le fais pas, qui va faire que tu vas avoir quelqu'un qui peut, dans son état interne, comme tu le disais, parce que ça s'est mal passé à l'extérieur ou autre, ou parce que il va pas être pleinement motivé. Et là, tu sais pas jusqu'où ça peut aller dans la chaîne, finalement, plutôt dans la circularité, et jusqu'où ça peut aller, et peut-être voire même un incident, quoi. Et moi, je vois les leviers de la fiabilité. S'il a de la motivation, il est fiable, en fait, ton opérateur. Et là, qu'est-ce que tu gagnes en temps, en sérénité, quand tu as quelqu'un de fiable? Mais c'est là où, par contre, tous les acteurs rentrent en jeu. C'est parce qu'aujourd'hui, le manager qui fait pas ça, moi, ça m'est arrivé. Des fois, on n'a pas le temps. Donc on ne fait pas. Mais en fait, on le paye derrière. Mais sur le moment, on n'a pas d'autre solution. Et c'est là où il faut prendre tous les acteurs. Tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le coaching, et justement sur aller se comprendre en soi. Pour moi, ça marche aussi jusqu'à la dirigeance, quoi. Jusqu'au directeur, jusqu'au PDG. Parce que lui aussi, il subit des pressions de malade. Et lui aussi, pour aujourd'hui, il n'a pas le temps. C'est clair. Moi, ce que j'entends de tous les directeurs PDG aujourd'hui, c'est « j'ai pas le temps ».
Mais donc, du coup, ça, c'est le cercle vicieux dans lequel il faut sortir pour retrouver un cercle vertueux. Ouais. Alors, deuxième chose invisible, justement, on va revenir aussi là-dessus, c'est-à-dire, j'ai pas le temps, mais parce que je prends pas le temps. Voilà. Et que par boucle de rétroaction, on en arrive à ce problème. Isa, ton regard de sportif de haut niveau, justement, par rapport à ce qui est évoqué, les problématiques, qu'est-ce qui pourrait être tiré et pris en plus de la pause, par exemple, mais plus sur la dimension humaine? J'ai 2 mots. J'ai écoute et considération. Écoute, l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute pour comprendre, pour éviter d'écouter pour répondre. Et du coup, quand je réponds, c'est que je défends quelque chose. Donc je vais pas dans la problématique de l'autre où j'essaye pas de comprendre. Et justement, dans la conciliation de la problématique, de trouver ensemble peut-être une solution, une 3e voie ou une 4e voie. Et ce qui amène à la considération, parce que quand je suis dans cette écoute, je le considère. Et la considération, c'est comme pour Jérôme, au final, quand je lui dis fais ton ménage, ou quand je lui explique c'est pour l'entreprise, on a un client qui peut être un super bon client pour nous tous, et puis c'est ton travail, c'est le nôtre et tout ça, c'est aussi le prendre en considération dans son rôle dans l'entreprise. Ouais, c'est le faire exister. Et être à l'écoute aussi de ses besoins. Et le pendant avec le sport, c'est qu'un athlète, en fait, il est toujours écouté et considéré. En règle générale, un athlète qui fonctionne bien, il est considéré parce que je suis dans ma semaine des marques d'attention. Alors du coup, un athlète, jusqu'à la fin de sa carrière, il a des marques d'attention. Tout le temps. Et souvent, donc c'est une chance, parce que quand on est dans le milieu du travail, c'est pas forcément ce qu'on a. Dans le sport de haut niveau, on a des marques d'attention jusqu'à la fin de sa carrière. Et puis de l'écoute, parce qu'effectivement, essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire ce geste-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, est-ce que c'est le matériel, voilà. Mais alors, comment t'expliques, tu vois, que dans le sport, moi ce que j'entends dans le sport de haut niveau, il y a une considération justement de l'état interne de la personne, tu vois, de cette écoute. Qu'est-ce que ça a toujours été le cas, tu vois? Ça m'interroge. Je me dis quelle est la clé pour passer à ça et que nous on puisse faire la même chose dans les industries. Alors on prend l'exemple dans le sport, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il y a des dysfonctionnements, bien sûr. On est d'accord. Il y a des grands noms du sport, des grands entraîneurs qui ont des marques de considération particulières. Et qui n'aident pas forcément les athlètes. Moi, je te parle de mon expérience et je vois bien ce qui amène à une réussite et puis des connaissances que j'ai dans le sport. Qu'est-ce qui amène à ça? Alors, c'est simple, je reprends mes exemples, c'est sortir de ses craintes et voir la plus-value que ça pourrait apporter d'être en relation avec l'autre. Et ça, c'est par le biais d'accompagnement, L'athlète, en règle générale, est accompagné. Après, dans l'entreprise, il y a ces problématiques de temps. Comment tu l'amènes? C'est effectivement l'échange avec les managers, les responsables d'entreprise, et parce que eux aussi, cette considération et cette écoute, ils en ont besoin. Parce qu'on parle des salariés, mais on parle souvent, moi j'ai souvent affaire à des entrepreneurs ou des chefs de PME qui se sentent seuls. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est très culturel. On sait que pour faire la performance, il faut prendre en compte la personne, la psychologie, la dimension mentale, quel que soit l'angle avec lequel on le prend. On sait que ça a une importance dans le sport, mais ça l'est aussi dans l'entreprise. Évidemment. Sauf que dans le milieu industriel, on a mis des couches en fait sur des process, sur des procédures, sur du réglementaire, parfois sur du légal, voilà, pour obtenir, et du contrôle du coup, pour obtenir, et quelque part on oublie un peu cette prise en compte de la psychologie, du mental, on l'appelle comme on veut, pour faire une performance. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve, moi je dois, quand je fais que ce soit au niveau du CSE ou juste, la plupart du temps quand je viens, c'est une injonction de la médecine du travail ou une demande donc ça va être vu plutôt comme une contrainte. Et c'est là où je pense qu'il faut amener aussi cette prise de conscience que ce n'est pas qu'une contrainte, mais c'est un des leviers d'une entreprise, pour moi, productive. C'est sûr. Alors pour clôturer, parce qu'on a bien compris que finalement l'humain et le process tendaient vers davantage de productivité, de fiabilité, de compétitivité aussi. On parlait aussi de ce qu'on ne voit pas qui peut aussi avoir une influence. Donc tu parlais de modélisation, on a parlé aussi de culture. Tu évoquais également toute la dimension
finalement circulaire, qui est finalement comme l'effet papillon, hein, pour parler simple, une chose peut entraîner au final autre chose. Est-ce que tu peux revenir sur la modélisation et comment finalement tu vas identifier le meilleur levier sur lequel agir en systémie pour justement, à travers des méthodologies, comme tu le disais, collectives, trouver un consensus ou prendre des décisions ou faire un constat collectif, collaboratif et aboutir à quelque chose de très opérationnel. Mais comment toi tu t'y prends pour identifier le meilleur levier? Et ben, factuellement, c'est analyser ce qui se passe dans l'entreprise. Même moi, ce que je préfère et je préconise, c'est de faire une immersion pour avoir vraiment un œil neutre et pour juste prendre les éléments factuels tels qu'ils sont. Et ensuite, on cartographie. On cartographie et en fait, très vite, en regardant voilà, toutes ces interactions, alors la cartographie est assez complexe, mais c'est complexe et à la fois très pragmatique. On va regarder les systèmes, on a des gens qui sont ensemble, et à partir de là, en créant tout ça, en fait, on va voir le levier transformationnel, la zone va ressortir. Et en fait, c'est sur cette zone-là qu'on ira travailler. Mmh. Et souvent, c'est pas impossible que ce ne soit pas la zone justement auquel le commanditaire va penser, parce que là, dans cette cartographie-là, l'idée, c'est de pas y mettre sa carte du monde, c'est de pas y mettre son interprétation. Alors que dans un problème en entreprise, on a tous notre propre interprétation de pourquoi il y a un problème. Mmh. Mais là, l'idée, c'est de sortir de ça. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, pour identifier la zone qu'on appelle nodale, ouais. Au final, tu vas prendre en compte une codification à travers quelque chose qui est très factuel, où tu vas cartographier, globalement ça ressemble à un schéma de process finalement, où au final, à force de prendre des choses très factuelles, tu vas retomber sur une forme d'évidence de là où peut se situer le problème, qui va faire un zoom sur l'élément à auditer, à diagnostiquer. Et tu vois, tu dis problème, mais du coup, c'est en effet la zone nodale, là où il y a le problème. Mmh. Et ben en fait, c'est de ça qu'on se sert comme levier transformationnel. Mmh. Et par ça, du coup, ça passe par la maturité, ça passe par... Donc finalement, exactement de la même façon que tu le fais sur des process, sur des tâches, sur des machines, tu le fais toi aussi en plus sur tout ce qui va être interactions humaines. C'est ça. Ok, cool. Et sur l'aspect culturel? Alors, en fait, j'écoutais, c'est super intéressant. Effectivement, moi, les cartographies systémiques, ça renvoie à une photo. C'est la photo de famille, en fait, et puis tout le monde met un sens comme ça sur ce qui se passe, en accompagnant. Hein. Et donc, sur l'aspect culturel, il y a le dirigeant, hein. Quand même, le dirigeant, celui qui a mis ses tripes sur la table pour faire ce projet, qui est à accompagner et comprendre, parce que il s'agit pas, de crier haro. Quand je parlais de culture punitive, c'est effectivement, on a un dirigeant, il a peur. Il a mis tout ce qu'il avait, sa maison en hypothèque, il a même hypothéqué sa femme. C'est normal qu'il soit dans ses... Donc, il y a le dirigeant en accompagnement, et effectivement, comment il peut impulser cette culture en lui faisant prendre conscience aussi de sa force, en fait, hein, de sa raison d'être, et de comment il peut donner l'impulsion différemment en fonction de ce qu'il est, en fonction de son projet. Mmh, ok. Et la dimension culturelle dans le sport? Alors là, j'avoue, je vois pas. Piège. Ah si. Hein? Par rapport à ton sport spécifique, qui est le snow, au moment où tu l'as mis en œuvre, parce que on va pas raconter ta vie, parce qu'il y a d'autres podcasts pour ça, mais tu es sorti du ski pour arriver sur le snow. Le snow, c'est pas quand même le ski. Et en fait, la culture fait que, sur le plan opérationnel, ça va se dérouler quand même d'une manière très différente de ce que ça peut se produire. Oui, j'ai fait une transition entre deux sports de montagne, et effectivement, j'étais dans un sport très culture ski.
Et quand le snowboard est arrivé, effectivement, la culture ski n'était pas à 100% open à l'arrivée du snowboard. Et moi, ayant été en ski-études, quand je me suis mise au snowboard, ça a pas fait. Donc j'ai ressenti, moi, un rejet, en fait, de ce que je voulais pratiquer, du sport qui m'animait. Alors, ça a créé d'autres choses, parce que dans la systémie, il y a aussi ça, c'est finalement, je change quelque chose, je solutionne quelque chose. Cette chose peut solutionner à long terme, comme elle peut créer d'autres difficultés ailleurs qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper. Donc effectivement, moi, quand j'ai changé de sport, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu que j'allais faire un sport qui allait m'éclater dans le snowboard, et j'avais pas vu que la difficulté allait être de gérer ce sentiment de rejet que j'avais du milieu du ski de lequel j'étais issue. Et c'est vrai que l'histoire, tu vois, je rebondis sur ce que dit Isa, je parlais du coaching du dirigeant, mais l'histoire même, en fait, de l'entreprise, son historique plutôt, ça aussi, c'est un levier formidable pour agrémenter et faire évoluer cette culture d'entreprise. Tout à fait. Cette prise de conscience, ou comment on peut renvoyer ça à l'organisation. Tout à fait. Oui, quand on parle de culture, on parle d'identité, et là-dedans, on rentre la géographie, le nom, l'histoire, les valeurs, La vision, l'ambition. Effectivement, donc ça a une influence, forcément, le secteur dans lequel on est. Par exemple, le secteur industriel, évidemment, c'est pas peut-être anodin que de davantage se fier sur la performance, sur les process, sur l'amélioration continue, que sur l'humain. Pourtant, c'est quelque chose à prendre en compte, on vient de le voir. Parce qu'il y a cette influence systémique qui est la façon de réfléchir, toute la culture de formation initiale, et puis les gens qui ont commencé à initier ça, la manière dont ils ont réfléchi aussi, fait qu'il y a une influence à plutôt fonctionner de cette façon plutôt que de notre. Je fais le parallèle avec les institutions sociales, finalement, avec des personnes qui arrivent avec finalement une vocation très humaniste de faire différents métiers, que ce soit éducateur, éduxp, tu connais aussi ce secteur. Mille pattes. Mille pattes. Et c'est toujours le même métier, mais dans différents secteurs, où on arrive dans ce secteur et au final, comme on est dans un milieu institutionnel avec énormément de contrôle, on vient en perdre finalement le sens originel de ce pourquoi on vient. Et on retrouve finalement des problématiques humaines. Et moi, pour mettre les pieds dedans depuis 4-5 ans, j'hallucine parce que on est là pour faire de l'humain et on a des problèmes humains. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Et là, j'en viens justement sur la circularité ou l'effet papillon. Pour revenir à l'industrie, est-ce que tu pourrais nous expliquer avec ton expérience la chaîne qui peut se mettre en place, la chaîne humaine, interactionnelle, avec quelqu'un qui arrive, qui n'est pas motivé, qui est dans un état interne, très bas, et qui, finalement, à travers un exemple que tu peux avoir ou que tu peux imaginer, jusqu'où ça peut aller, finalement, pour qu'on se rende compte et qu'on clôture ce podcast avec tout ce qu'on vient de dire, on est dans la volonté d'éviter l'erreur, on est dans la volonté de gagner du temps, et au final, on en perd ou on n'en a pas. C'est quand même extraordinaire. Ouais, j'ai un exemple très parlant là-dessus. Dans mon ancien travail, on fabriquait des machines avec plusieurs variantes de prises en fonction du monde entier, parce qu'on exportait dans le monde entier. Donc, tu as les prises européennes, les prises anglaises, etc. Et en fait, il y a une production qui se fait. La référence en fait, de cet appareil se finit par GMA. Okay. Parce que c'est une production pour un client particulier, donc c'est une référence particulière. Et ce qu'il fallait savoir dans notre système de référence, c'est que tous les appareils qui finissent en A sont de la prise anglaise, A pour anglais. Sauf en effet ce cas-là où GMA, c'était pour un client particulier. Et en fait, on ne se méfie pas, et puis des fois les équipes tournent, puis là, c'est 2 personnes qui montent une série d'appareils, impeccable, ça part. Et ça part en France. Et là, le client appelle, il dit je suis bien content, mais j'ai 40 appareils en prise anglaise. Et ouais. Donc là,
dans le truc où on perd du temps, rapatriement de la palette, coût d'aller chercher la palette, déballage de tous les appareils, changement des prises de tous les appareils, on remballe, on renvoie, enfin je vous laisse imaginer. Là on perd pas 2 fois la production, on la perd 3 fois facilement, quoi. Donc du coup là on étudie le truc. Enfin moi en tout cas j'étudie le truc. Je me dis qu'est-ce qui a pu faire que là il y a eu un truc. Parce que tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille. Oh là là, les opérateurs, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. GMA, ils savent très bien que c'est pour tel client, que ça n'a rien à voir avec la prise anglaise. Et là, je me dis, en fait, ils le savent peut-être pas. Et du coup, moi, je vais voir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que... Je lui dis, vous êtes trompés. Et là, un opérateur, il me dit, non, mais moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça, que je t'avoue que je me rappelais plus que c'était ça. Et du coup, j'ai vu, on a mis de la prise anglaise, machin. Et donc, du coup, je remonte tout le truc. On se dit, ok. En effet, cet opérateur-là, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas monté ces machines-là. Et en fait, dans tout notre système à nous, on demande à cet opérateur d'avoir la mémoire 10 ans après de la référence spécifique du client. Je veux dire, c'est juste pas possible. Et donc, on remonte, et en fait, la solution, le truc, c'est de se dire que dès la commande, il y a un problème. Parce que même, moi, quand je remonte toute la chaîne, même l'ADV, l'administration des ventes, même elle est même pas au courant de ça. Même elle sait pas de quoi on parle, en fait. Et parce qu'en plus, quand elle est passée dans l'atelier, elle dit « Ah, c'est pour tel client ?» Oui. Mais voilà. Et donc, tout passe à travers, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on se dit si en fait, la consigne, elle est claire dès le départ, et qu'il y a un relais d'information qui est fait, et que c'est inscrit, et que, etc., et que la qualité peut vérifier, et qu'il y a un contrôle final, et qu'en fait, on met en lien tous ces services-là, en fait, on évite l'erreur. On évite tout ça. Mais pour ça, il faut, encore une fois, être pas dans « mais l'opérateur, qu'est-ce qu'il est débile de s'être trompé ?» Il faut être dans le « ok, on met les ADV, on met le commercial, on met la technique, le bureau d'études, la qualité, la production, l'expédition, tout le monde dans une même salle, et on regarde ce qui s'est passé. » Ok. Et en fait, c'est ça l'effet papillon, tu vois. C'est juste de se dire, en fait, tout se passe bien pendant 15 ans, et puis en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on est juste en train de demander à un gars de se rappeler, des références d'appareils. Il y en a il y en a au moins 300 ou 400, je veux dire. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est ça les trous dans la raquette. Ok. C'est-à-dire que là où habituellement on reverrait des process et dire il faut faire ci, il faut faire ça, toi ce que tu suggères, c'est qu'on met tout le monde dans la salle. Okay. Et c'est ça, c'est à travers des workshops que j'ai appris à faire et qu'on peut faire, c'est de travailler ensemble, d'enlever tout jugement, toute critique, de juste exposer une difficulté, un problème, un conflit, ça peut être n'importe quel sujet, et en fait de le traiter de manière, j'ai envie de dire, psychologiquement intelligente. Ouais. Et là, ce que tu pointes du doigt, c'est justement, peut-être qu'on ne prend pas en compte là dans le process, c'est la capacité de mémoire d'une personne, donc sa ressource, sa capacité, sa compétence. Okay. C'est ça. J'imagine que dans ton cas, tu dois en avoir plein, c'est-à-dire le gars arrive fatigué, pas au top de sa forme, et moi, il appuie sur le mauvais bouton, le bras il passe, et puis on finit finalement classiquement sur du RPS et des missions sécurité. Moi, le truc qui me venait en tête, c'est un drame qui a fini par la mort d'un gars, en fait. Ça arrive souvent. Effectivement, parce que sur une intervention, je ne me rappelle plus exactement la machine, je ne suis pas un G. Moi, je suis venue plutôt après. En fait, cette machine tombait régulièrement en panne. Donc, à chaque fois, il y avait, un robinet à décoincer ou quoi. Et là, le gars est arrivé, le robinet marchait, donc il est rentré. Et il n'a pas pris en compte le voyant, et pourtant, il y avait un gaz mortel qui s'échappait. Parce qu'il n'a pas... il y a le fait, c'est un biais. On a tendance à confirmer par rapport à nos souvenirs. Mais il y a aussi le fait d'un manque d'implication de l'équipe qui était là à dépanner, qui avait vite envie de repartir, qui a survolé le truc et qui n'est pas allé en conscience avec les tripes, quoi. Okay. Et donc, si on sort de ce qui est classique dans ton secteur, c'est-à-dire finalement que ça arrive au RPS ou aux différentes commissions, dans tout ce qu'on a dit, ce serait quoi, toi, en fait, finalement, ton conseil ou ton avis
de prise en compte de quelque chose de plus large. Moi, je vais te dire, j'ai un rêve. Hein. Ouais. Genre, on a plein d'outils aujourd'hui qui sont imposés aux dirigeants et c'est bullshit aujourd'hui. C'est bullshit parce que l'entreprise s'en saisit pas. Donc, ça serait de construire un dialogue, une instance dans l'entreprise qui permette de se saisir de ces outils et d'en faire un vrai levier de la performance. C'est ça, ouais. Donc là où on pense éventuellement perdre du temps à faire une réunion que tout le monde évoque, le mécanisme qu'on a dévoilé tout à l'heure, c'est qu'au final, ça implique et ça responsabilise tout le monde à travers le sujet discuté. Et ça peut éviter justement les erreurs ou justement le fait de vouloir partir à l'heure parce qu'on est impliqué et on est responsabilisé. Okay. Tous les accidents assez graves que je connais, ils sont tous liés à de la précipitation. Et parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut vite livrer, parce qu'il faut vite finir la série, parce qu'il va être midi et que si j'ai pas fini, on va me demander de rester. Mais c'est des doigts coupés, des machins, enfin des trucs. Et c'est ça. Ok. Et toi, Isa, avec le recul sur ce qu'on dit, sur écoute et considération, donc sur un point de vue peut-être plus individuel, sur l'individu, qu'est-ce que tu verrais que l'entreprise pourrait appliquer là, sur les deux exemples Non, là, ce qui me venait, c'est tout con, hein, mais c'est de prendre en considération qu'on est dans un monde défini. C'est-à-dire que la planète est la planète, le soleil se lève, les jours font 24 heures, tout est défini, tout ça est défini. Et que finalement, l'esprit humain, lui, est infini. Et comme il est infini, en fait, tous ces paramètres de process, choses comme ça, sont super. Hein. En fait, quand on rentre dans une machine, on dit je veux le fauteuil comme ça, ou je veux une prise anglaise ou une prise française, il te l'a fait. Sauf qu'avec un être humain, ça va peut-être pas se passer comme ça. Parce que justement, c'est complètement infini et il y a tellement de paramètres à prendre en considération que justement, le prendre en considération nous permettrait de peut-être avancer un peu dans l'entreprise. Bien d'accord, ouais. Ok. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, sur ces bonnes paroles, on peut clôturer ce podcast. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour ou vous avez besoin de préciser quelque chose ? C'est un On fera d'autres podcasts, ne t'inquiète pas. C'est un vaste sujet. On peut aller à l'infini, mais là, je pense que on a déjà posé posé des bases, des grosses pierres, quoi. Ouais. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Ouais. Ça vous va ? Eh bien, écoutez, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. Si vous êtes toujours en train de nous écouter, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Merci. Merci. Cash Coach. Les coachs qui parlent cash.